Bonjour à tous de nouveau, bienvenue dans ce webinaire du CRIP et de notre partenaire Centréon. Je suis Lucie du service marketing et communication du CRIP. Pour ceux qui ne connaissent pas le CRIP, nous sommes un groupement professionnel d'environ 15 000 membres. Le but, c'est voilà, le partage d'expériences. Donc, on organise tout un tas d'événements. Je vous inviterai à consulter notre site web pour en savoir plus. Et lors de ces événements, le but, voilà, c'est de partager les retours d'expérience IT. Et aujourd'hui, on organise donc ce webinaire avec Centréon. Je laisserai la parole à Guillaume dans un instant. Le sujet, la supervision et l'expérience digitale, donc comment piloter la performance de vos applications web. Juste avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de cet espace de chat qui vous sera nécessaire tout au long de la session pour écrire vos remarques et vos questions. Et Guillaume y répondra plutôt à la fin de la session. Guillaume, je te laisse la parole. Eh ben, merci Louise, bonjour à toutes et tous également. Ravi de vous avoir vu si nombreuses et nombreux à vous inscrire. Je crois qu'on a dépassé un petit record aujourd'hui sur les inscriptions. Je pense que ça va se suivre également avec les présences. Pour ma part, je m'appelle Guillaume Thibault, je suis cofondateur de la solution anciennement Quanta, renommée récemment Centréon DEM. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle a été renommée récemment. Moi, de mon côté, j'ai un background technique. J'ai plutôt travaillé à l'architecture du logiciel pendant un certain nombre d'années. Et je suis issu de plutôt formation développement informatique, et j'ai occupé également des postes dans l'hébergement de sites internet, de sites web, d'applications web en fait en général. Et ce qui a fait une certaine spécialisation sur tout ce qui est performance web. Ça s'inscrit dans la solution dont on va parler aujourd'hui, mais également dans tous les retours que je pourrais vous apporter sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut mieux piloter ces performances d'applications web? Je serais évidemment ravi de le faire. Après ces 12 ans à travailler sur ce produit qui s'appelle Centréon DEM, on a avec mon équipe fait des retours d'expérience, et donc ça, c'est celui que je vais présenter aujourd'hui en fait partie, s'intègre dans ces retours d'expérience de ces nombreuses années. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, on a un petit programme. Je vais faire en sorte qu'on arrive à bien tenir notre timing. On va commencer par une introduction sur un peu ces enjeux de monitoring spécifiques aux applications web. Ensuite, on va parler des deux thèmes sous-jacents du DEM, donc le Digital Experience Monitoring. Et puis surtout, on va faire un plongeon dans une démo live de Centréon DEM qui va être, je pense, plutôt la majeure partie. L'idée, c'est que ce soit plutôt la majeure partie du temps qu'on est ensemble, soit surtout sur de la démo live et échange de questions-réponses pour que ce soit vraiment interactif. Donc voilà, comme l'a dit un peu Lucie au départ, vraiment, je vous invite à utiliser le chat. Allez-y, faites-vous plaisir. On peut parler dedans, réagir à chaud. Et puis, moi, je viendrai récupérer des questions au fur et à mesure entre les différentes parties, ce qui fera des petites respirations également pour tout le monde. Alors, un mot sur Centréon, donc société qui a 20 ans maintenant, qui donc comprend maintenant plus de 160 collaborateurs. Donc on est présent à Paris, à Toulouse, au Luxembourg, à Milan, à Toronto, et donc moi je dis on depuis un peu plus de 6 mois, parce que j'ai en fait rejoint cette aventure dans le cadre de l'acquisition de Quanta.io, donc qui était une société indépendante pendant les 12 dernières années. Et donc c'est une société que j'avais cofondée en 2012. Il y a deux chiffres qui sont intéressants dans la situation de Centréon quand vous voyez à l'écran ces différents chiffres. C'est le delta entre le nombre d'utilisateurs et le nombre de clients. On voit qu'il y a vraiment un très très gros delta. Alors ça peut interpeller, et ça, la raison, elle est claire. C'est en fait c'est lié en fait à l'ADN open source de Centréon, qui édite et en fait qui est même né en fait sur la création d'un outil en modèle open source. Et donc, ce qui fait qu'on a une immense communauté d'utilisateurs et utilisatrices qui ne sont pas clients à proprement parler de la société Centréon, mais qui font partie quand même de l'écosystème. Et ça nous fait évidemment très plaisir. L'ADN open source
au sein de Centréon, il est très important. Et voilà, nous, peut-être pour dire un mot là-dessus, c'est vraiment on pense que c'est voilà, l'open source joue vraiment un rôle crucial pour la pérennité des plateformes IT dans leur ensemble, aussi pour permettre une flexibilité, pour éviter un peu l'aspect lock-in de certains éditeurs. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. C'était le cas par le passé et ce sera le cas toujours dans le futur. En termes de clients, on va adresser tout type d'activité, de secteur d'activité, hein, ça va vraiment la logistique, la santé, l'industrie, le transport. Partout où il y a de l'informatique, au final, hein, l'informatique est devenue critique à tous les niveaux et donc partout où il y a de l'informatique critique, eh bien, on vient superviser tout ça. Alors maintenant, j'en arrive aux actualités de l'entreprise. Et donc il y a eu le Centréon Summit, c'était la grande messe annuelle de Centréon, du coup, il y a quelques semaines. Et donc, on a annoncé la création d'une plateforme d'observabilité. Donc, Centréon, historiquement, a un outil de supervision des infrastructures et des opérations, donc IT, OT, qui s'appelle à l'origine Centréon, qui vient d'être renommé Centréon Infra Monitoring pour le distinguer des autres produits. Le deuxième produit, c'est Centréon Log Management, comme son nom l'indique, qui va permettre donc du coup de centraliser tous les logs, de faire de l'analyse et surtout d'assurer une gestion de la sécurité, de la conformité réglementaire. Donc les logs sont cruciaux pour ce sujet. Et donc la solution Centréon Log Management, elle est déjà en bêta publique aujourd'hui et en fait elle sortira de manière plus large l'année prochaine, milieu 2026. Et puis Centréon DEM, donc ça, c'est la solution qui concerne l'expérience monitoring, donc sur les applications web, et qui est en fait l'autre nom, le nouveau nom de historiquement Quanta. Et donc, cette solution, elle vient s'intégrer dans la suite. Je pourrais en parler, on a fait des intégrations entre ces trois applications pour que tout ça, ça fonctionne évidemment très très bien au bénéfice d'une observabilité complète de tout ce qu'il se passe, des couches les plus basses de l'infrastructure jusqu'aux couches les plus hautes du fonctionnement d'une application web. Ça peut même être voilà, dans le code voilà, du code front-end du site, etc. Alors, cette application centrée en DEM, je le disais, elle est issue de cette acquisition de Quanta et elle apparaît maintenant sous le nom de Centréon DEM. Donc, pardonnez-moi si à certains moments je fourche en disant encore Quanta, mais je vais essayer de me mettre à jour. Il faut que je continue de me forcer à dire Centréon DEM pour être le plus clair possible sur ce nouveau nom. Cette solution, elle, en fait, elle regroupe 2 thèmes. Et donc ces 2 thèmes que je voulais vous introduire, c'est le thème de la web performance. La web performance, ça va être vraiment tout ce qui concerne le temps de chargement des pages d'une application web. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça rame? Concrètement, c'est ça le sujet. On n'est pas en train vraiment ici de parler de disponibilité, mais vraiment de fluidité de navigation. Cette web performance, elle est devenue clé. On va en reparler un peu plus tard, mais surtout, elle est reliée à une autre thématique distincte, mais en même temps reliée, qui est le Green IT. Alors, ça peut vous paraître un petit peu distinct, mais en fait, en réalité, il s'agit vraiment des deux faces d'une même pièce, parce qu'en fait, quand on va optimiser une application web, on va se rendre compte qu'on va à la fois gagner en fluidité de temps de chargement, mais on va aussi gagner sur son coût d'infrastructure et donc sur son empreinte sur le réseau. Voilà, sur son empreinte sur le réseau et d'ailleurs même sur même la charge de l'infrastructure. Donc, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est bien parce que on est voilà, dans l'écosystème du CRIP. Le CRIP, il y a quand même le mot infrastructure. Et donc, je sais que voilà, vous toutes et tous, vous êtes de près ou de loin en gestion d'infrastructures qui peuvent être critiques, complexes, euh, exigeantes hein, en termes de disponibilité. Et donc, sur ces infrastructures, très généralement, je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre vous, vous avez des bons outils pour
à la fois, héberger vos applications, et surveiller tout ce qui concerne la partie infrastructure. Donc est-ce que le CPU, la RAM, est-ce que l'état de mes machines virtuelles fonctionne bien et cetera? Tous les services sous-jacents de l'infrastructure sont, en généralement, bien surveillés et si vous utilisez Centréon Infrastructure Monitoring, et bah, vous êtes évidemment bien équipé, pour ça, pour anticiper les pannes, les saturations sur vos infras. Par contre, il y a une question qui peut se poser, c'est sur les applications web en elles-mêmes qui sont hébergées sur ces infras, est-ce qu'on a vraiment une visibilité qui est très bonne ou pas? Est-ce qu'on mesure l'expérience vécue par les internautes? Et c'est vraiment, tout le sujet, c'est au-delà des métriques vraiment techniques infra, est-ce qu'on va aller, jusque-là pour, y voir un peu plus clair? Donc, moi, dans ce contexte-là, alors je vous partage une petite anecdote personnelle, mais avant de cofonder, du coup, anciennement Quanta, j'étais en société d'hébergement web, et donc moi, je gérais des infrastructures. On avait très souvent des appels des équipes, métiers, donc ça pouvait être les équipes marketing digital, ça pouvait être, soit le client final, hein, qui lui-même, vous confie une application web pour que vous la fassiez fonctionner. Et bah, souvent, c'était un peu le cri d'alarme, c'était, «Mon service web rame, mon service ne marche plus bien, mais que fait la DSI? Que fait l'équipe SRE? Que fait l'équipe Ops? Que fait l'équipe d'astreinte?» Voilà et en général, ces équipes techniques sont en fait en réalité en charge de l'infrastructure, et se retrouvent à avoir, une question posée sur le fonctionnement de l'application web, parce qu'en fait, elle va pénaliser, toute l'activité économique potentiellement de l'entreprise qui est cliente et pour autant, est-ce qu'en tant que gestionnaire d'infra, est-ce qu'on a toutes les réponses là-dessus? Et donc nous, dans nos indicateurs, on regardait et ça doit faire écho peut-être à des anecdotes que vous devez avoir de votre côté, mais nous, on regardait, voilà, le CPU, la RAM, tout est OK, le réseau, l'état des disques, des varnishes, tout était parfait et pour autant, bah, en fait, le client final, lui, il est quand même en panique parce que, son service marche mal. Si c'est un site de e-commerce, c'est évidemment très pénalisant. Voilà, donc voilà le contexte et donc on a envie de se sauver de cette situation, pas forcément pour se défausser, mais au moins pour aller pointer du doigt le problème et avancer surtout sur la résolution pour que le temps de résolution soit le plus court possible. Donc Centréon DEM, eh ben, c'est vraiment ce qui va apporter cette réponse, c'est-à-dire aller vraiment mesurer chacune des applications, leur état précis, et puis au sein des applications qui peuvent dysfonctionner, eh bien, en fait, dire quelle est la sous-fonctionnalité qui pose problème, et éventuellement au sein de cette sous-fonctionnalité de dire bah, c'est quoi encore voilà, l'aiguille dans la botte de foin, c'est quoi le petit rouage qui pose problème, et une fois ce rouage identifié, eh ben, en fait, on va finalement pacifier toutes les conversations entre toutes les équipes, hein, que ce soit marketing, digital, que ce soit technique et autres, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur la résolution du problème. Parfois, la résolution du problème peut être totalement externe au site lui-même, c'est-à-dire que même l'équipe de développement web, peut ne pas avoir du tout en fait de lien avec ce problème. Ça peut être un tag qui a été rajouté par, l'équipe marketing, digitale, et qui est externe, qui est hébergé complètement ailleurs chez un prestataire tiers et qui en fait, bloque la navigation. Donc, voilà, pour dire que finalement, avoir une visibilité très, très complète, eh bien, c'est la clé pour le succès de l'activité commerciale de ces sites. Et puis ces équipes marketing digital, donc faut voir qu'elles, elles ont quand même une sacrée pression sur ces 2 thématiques. Je parlais de la web performance, on fait clairement face à une explosion, des attentes. On a, aujourd'hui besoin de faire des interfaces qui rendent un contenu de manière instantanée. Donc c'est-à-dire, faire un clic, ça doit être la réponse, visuelle doit être vraiment instantanée et ça, on a été, je ne sais pas si on a été mal habitué, on a plutôt été bien habitué avec notamment les applications mobiles maintenant, qui font que, voilà, tout le monde s'est habitué à ça et donc maintenant si c'est pas instantané, bah, on a l'impression limite qu'on a mal cliqué et donc ça va générer tout de suite des frustrations. Ça se mesure aussi, alors, Google l'avait mesuré, hein, mais, après 3 secondes de chargement d'une page, on a un taux de rebond qui décolle.
Donc le taux de rebond, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas tous les jours dans Google Analytics, c'est globalement le taux de fuite. C'est à quel point je perds des visiteurs, des utilisateurs de mon service si jamais mon site commence à ramer. Et donc on voit qu'on en perd déjà un tiers au bout de 3 secondes de chargement. Donc c'est un peu ce qui s'appelle une hémorragie numérique, on va dire. Et puis le dernier point important, c'est finalement que Google pousse année après année pour que les applications web soient les plus rapides possibles. Donc il y a 3-4 ans, ça vous est peut-être pas échappé, et Google a lancé des nouveaux indicateurs de performance qui s'appellent les Core Web Vitals. Et ils ont été très clairs, ils ont dit, ben voilà, Google, qui est quand même assez secret sur sa recette de classement, ils ont annoncé très très officiellement que voilà, les sites qui seraient mal notés sur les Core Web Vitals seraient largement moins bien référencés que les autres. Donc en fait, c'est pas une histoire uniquement, enfin, avoir un site qui est rapide, c'est tout autant pour garder son trafic, mais aussi pour faire en sorte que le trafic continue d'augmenter à la source. Donc c'est clé, et donc bon, pour toutes ces raisons-là, on va faire de l'optimisation. Et une application qui est mal optimisée, justement, elle va aussi pénaliser par rebond les équipes qui sont en charge de l'infrastructure, parce qu'en fait, elle va aussi alourdir le fonctionnement de la plateforme. Donc si je prends, par exemple, j'ai un ensemble de 1000 utilisateurs d'une application web, et on va dire que j'ai un trafic qui est assez lisse dans le temps. Si je commence à faire une nouvelle mise en production et que je change quelque chose dans le code de mon application web, potentiellement, je peux multiplier par 2 en fait, le coût d'infrastructure est lié à une visite, et ce qui fait qu'en fait, je vais tout doubler, et donc je vais avoir besoin de 2 fois plus d'infrastructure pour arriver à tenir la même charge. Donc ça peut être potentiellement un peu catastrophique, et notamment, pour des raisons de coût d'infrastructure. Et j'ai aussi envie de dire, en termes d'empreinte environnementale, puisque ces serveurs ne sont pas gratuits, ni financièrement, ni d'un point de vue de l'empreinte écologique. Et donc ça, c'est l'autre challenge auquel fait face l'IT, c'est justement l'empreinte environnementale du numérique. Donc je reviens à ce sujet, vous m'avez vu venir avec le Green IT, et d'un point de vue du Green IT, et je terminerai sur cet élément de contexte, on fait également face à une explosion de l'empreinte carbone du numérique. Donc là, les chiffres, hein, sont assez alarmants. On va les regarder quand même avec honnêteté, parce que on n'est pas ici pour se mettre des œillères, mais plutôt pour regarder les choses en face et agir. Donc l'empreinte environnementale de l'IT aujourd'hui, ça représente 4% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'est en croissance de plus 9% par an, donc c'est-à-dire que ce n'est pas soutenable par rapport aux accords de Paris, puisqu'en fait, on doit évidemment engager une baisse secteur par secteur, et donc le numérique, il est plutôt en train de partir en exponentiel en ce moment. Donc on est face à un très gros challenge. Alors 4%, ça peut paraître pas forcément énorme à l'échelle d'un gâteau, hein, si on peut dire, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, c'est un gros poste. Pour le comparer avec deux autres secteurs, c'est équivalent de l'aviation civile tout entière. Voilà, c'est aussi 4% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, et c'est équivalent à la flotte mondiale de camions. Voilà. Donc c'est finalement un gros poste. Et c'est un gros poste aujourd'hui. Que va-t-il devenir dans le futur? Ça va être entre nos mains. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a une pression sur l'électricité dans certains pays. Alors le cas typique aujourd'hui, qui est, on va dire, un peu devant les autres, c'est le cas de l'Irlande, hein, qui a misé quand même sur l'hébergement de très, très grands data centers. Et aujourd'hui, les data centers en Irlande pèsent plus de 20% de l'électricité du pays. Et donc ça crée des tensions, des projets, enfin on va dire des compétitions entre des projets juste d'habitation et de centres d'hébergement de données. Donc voilà où on en est, où en est l'Irlande. Les États-Unis, ils sont un peu au-dessus de 5%, et c'est aussi en croissance. Et puis, nous, Européens, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Et on essaye, tant que bien que mal, j'ai envie de dire, de contenir cette tendance,
Alors non pas en bloquant, les projets informatiques et les data centers, mais par contre en insérant des critères de sorte que les applications web, finalement, qui tournent sur ces infrastructures, soient quand même plus responsables d'un point de vue de leur empreinte environnementale et soient les plus légères possibles. De sorte à ce qu'on puisse faire finalement fonctionner plus d'applications dans un même volume de data center. Et donc pour ça, il y a des nouvelles réglementations qui, ont été créées comme la CSRD, très générale et puis, plus précis sur le numérique, c'est le RGESN, qui va vraiment dire point par point, donc règlement très intéressant d'ailleurs. Si vous voulez aller voir plus de détails, n'hésitez pas à aller regarder, ce règlement, qui invite à se poser beaucoup de questions sur justement l'éco-conception des applications web. Donc maintenant, qu'on a dit ça, en fait, je fais un petit flashback très rapide sur, l'aventure de R&D du coup de la solution Quanta devenue Centréon DEM. En un peu plus de 12 ans, nous, on s'est vraiment attelés à ce sujet-là. Au départ, vraiment avec un focus sur la web performance. L'empreinte environnementale était, on va dire, peu dans le radar, sur le marché. Et puis quand l'empreinte du numérique est devenue un sujet plus important, eh bien, on a commencé à, consolider l'application avec ces nouveaux indicateurs et on s'est rendu compte qu'on était vraiment à une très bonne place pour le faire. Parce qu'en fait, quand on mesure, heu, la web performance, donc on mesure le poids du chargement des pages, des éléments et cetera pour l'optimiser pour des raisons de vitesse et en fait, on est très bien placé pour mesurer aussi, on va dire le coût environnemental que chacun de ces éléments peut avoir. Donc c'est comme ça qu'on est devenu du coup une solution, hybride, Green IT et web performance. La suite, vous la connaissez, l'acquisition par Centréon et peut-être un dernier mot, avant de passer à la démo et bien Centréon DEM, c'est une solution qui est déjà, largement déployée, principalement en France, mais également à l'étranger, aussi avec des groupes français qui sont très présents à l'international. C'est le cas, typiquement de Orange, qui va piloter, l'ensemble des sites B2C, voilà, d'Orange. Donc si vous êtes, client Orange, où que vous soyez en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient, vous allez sur le site de e-commerce, hein, c'est un site de e-commerce parce que vous achetez un abonnement, mais c'est du e-commerce. Eh bien, vous allez pareil vous inscrire, créer un compte et cetera et en fait, tous ces sites sont aujourd'hui, monitorés par la solution, Centréon DEM. Et comme vous pouvez le voir, on est aussi pas mal tout secteur, donc il y a des médias, il y a voilà, dès lors qu'en fait on a des applications web qui sont critiques, eh bien elles ont besoin d'être, surveillées. Alors, à quoi ça ressemble? Centréon DEM, ça ressemble à ça. Donc on a 3 briques. Une brique de Synthetic Transaction Monitoring. Donc là, on va venir avec des robots à fréquence régulière, donc c'est des robots qui en fait démarrent des navigateurs web, qui les manipulent, comme une marionnette si je puis dire et qui vont pouvoir leur faire exactement tout ce qu'on souhaite, donc c'est-à-dire, faire des clics, rentrer des formulaires et cetera et donc on va pouvoir, à fréquence régulière, effectuer des parcours. Donc ça, c'est le monitoring synthétique qu'on peut aussi appeler le STM. Ensuite, on a le Real User Monitoring. Donc là, pour le coup, on va placer un tag dans le site et on va observer l'expérience vécue par les internautes réels. Très, très complémentaire. C'est pas il y en a pas enfin, voilà, de notre point de vue, après plus de 12 ans d'expérience, je peux vraiment dire que c'est pas qu'il y a un point de vue qui est meilleur que l'autre, c'est vraiment que la combinaison des 2 permet de vraiment voir les choses en 3D, et donc elles ont chacune leurs avantages. La dernière, là, l'idée, ça va être de stresser volontairement l'application web pour, en fait, vérifier comment l'application web se comporte sous la charge. Voilà, pas juste quand tout va bien et que tout est calme, mais également quand il y a un pic de trafic et donc ça va permettre également de se questionner sur l'infrastructure, sur toute l'architecture qui est mise en place pour faire fonctionner l'application. Donc c'est également une opération qui est très intéressante et on va permettre également de voir ça dans Centréon DEM. Désormais, on va passer à la démo et peut-être, je vais prendre une ou 2 questions, avant que voilà, ça fera la petite coupure.
Alors, pour répondre à Pierre, un APM ne fait-il pas la même analyse avec un Real User Monitoring pour mesurer les perfs des utilisateurs de bout en bout? Alors, il faut un peu choisir son camp. Alors effectivement, alors je vais dire un petit mot sur l'APM. Donc l'APM en lui-même, donc on parle vraiment d'application, performance monitoring. Là, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, un profiler à l'intérieur du code, donc du code de l'application et qui va permettre de tracer exactement toutes les fonctions. Donc quand on va faire ça, en fait, on va, créer quand même un certain overhead. On va créer un delta, une surcouche de chargement, et donc là, il y a une balance à trouver, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de ralentir tout le monde juste en observant. Le parti pris qui a été celui, des fondements de Centréon DEM, c'est en fait d'observer sans absolument rien ralentir. Donc on va observer à distance, et ça je vais le montrer dans la démo, donc je ne vais pas trop m'étendre maintenant, mais on va observer de l'extérieur avec les parcours et dans le real user, on va cartographier le site pour voir en fait les zones chaudes et les zones où il y a besoin voilà, où il y a des problèmes. Et puis on va quand même faire nous-mêmes des tests qui vont être plus fournis, mais qui vont être effectués par nos sondes pour ne pas ralentir les internautes réels. Voilà. Donc plutôt, on va dire, centré en DM, plutôt complémentaire d'un outil d'APM dans un ensemble de monitoring, si je puis dire. Est-ce adapté pour les API? Oui, et notamment parce que quand on teste avec un navigateur web, eh ben, on va aussi loader les API, donc s'il y a des problèmes d'API, on va les détecter. Qui crée les scénarios selon comment on veut l'écrire, qui sont joués par les robots. Ça peut être soit, en fait, nos équipes, soit vous-même. Vous allez voir comment ça fonctionne dans un instant. Et donc voilà, expérience vécue avec Ekara voilà, une gestion facile. Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur Ekara, qui est un confrère plutôt concurrent du coup, je pense, pour la partie DEM, sur une partie de ce qu'on va pouvoir faire. Mais sur la partie scénario, en tout cas, nous, ce que je peux dire, c'est qu'on a fait vraiment notre possible, et ça a été partie de notre ADN, de faire en sorte que l'édition de scénario soit voilà, la plus simple possible et puisse être managée, y compris par les équipes marketing digital, qui ne sont pas des profils techniques, hein, qui sont plutôt des gens qui vont utiliser au quotidien Google Analytics, Content Square, A/B Testing, mais ce n'est pas des gens qui vont faire du deep dive dans des outils techniques. Donc on a fait en sorte de joindre les deux mondes. Voilà. Est-ce qu'il faut installer un agent sur les serveurs web? Nous demande Christophe. Eh bien, c'est pas absolument nécessaire. On a la possibilité optionnellement d'installer un agent pour avoir des informations supplémentaires sur la partie infrastructure. Mais là aussi, alors si vous utilisez déjà Centréon Infrastructure Monitoring, vous avez déjà une visibilité qui est totalement comparable à celle que Centréon DEM va vous apporter là-dessus. L'idée d'avoir tout regroupé dans une application, c'est plutôt de faire de la corrélation, quoi. C'est-à-dire de corréler, de se dire: «Ah bah tiens, j'ai détecté un problème sur, sur mon site au même moment, où finalement j'avais un problème d'un point de vue de l'expérience vécue par l'internaute sur son navigateur». Voilà. Alors je me pose sur les questions. Je vois qu'il y en a encore plein, mais l'heure tourne, donc on va faire ce deep dive dans l'application, et puis je vais faire en sorte de garder quelques minutes pour répondre à des dernières questions sur la suite. Donc normalement, j'ai changé d'écran et vous devriez voir maintenant l'application Centréon DEM s'afficher. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Donc quand on arrive dans Centréon DEM, on a, pour vous repérer, vous allez constater ici qu'il y a un sélectionneur de temps. Donc on va dire, est-ce qu'on veut regarder le dernier jour, la dernière semaine de données? Voilà, donc ça va me permettre de modifier, on va dire, ce que je suis en train de regarder dans le temps, parce que nous, on va tout historiser, y compris sur plusieurs années si besoin, hein, donc ça, c'est totalement possible. Donc on va tout enregistrer un peu comme une boîte noire. Et ça va permettre de revenir en arrière sur des événements marquants, des événements intéressants. À gauche, ici, j'ai un sélectionneur de sites qui me permet d'aller finalement sélectionner
l'environnement que j'observe. Est-ce que c'est la pré-prod? Est-ce que c'est la prod? Et là, pour l'exemple, je vais aller sur le site de Centréon, tout simplement, qui est le site corporate, hein, qui est un WordPress. Donc voilà, une application, j'ai envie de dire, assez simple dans son fonctionnement. On a donc une vue globale ici qui nous apporte déjà des scores, un score de sobriété numérique, un score de performance. On voit qu'on a des notations différentes. Alors, je disais tout à l'heure que Green80 et WebPerf, c'était finalement les deux faces d'une même pièce, mais il y a quand même certaines optimisations qui vont faire gagner du score uniquement sur l'un des deux. On a juste un gros ensemble commun. Donc, c'est pour ça que vous voyez en fait des variations entre ces deux scores. Mais on a quand même des optimisations communes qui vont pouvoir être identifiées. Pour arriver à calculer ces scores, qui paraissent très simples, parce que voilà, on a résumé finalement la santé du site à une note sur 100. En réalité, ce score, il est calculé avec des milliers de points de mesure, à la fois parce qu'on en fait une moyenne sur une période temporelle, mais aussi parce qu'on construit ce score sur la base de tous les scénarios qui sont créés et qui sont exécutés, donc toutes les étapes qui sont en dessous. Ces scénarios, ils sont ici dans les parcours utilisateurs. Donc je vois que j'en ai plusieurs, là j'en ai 4, voilà. L'un qui s'appelle Basic User Journey, l'autre Connector Journey. Je vais en éditer l'un d'entre eux, puisque la question a été posée, et merci pour cette question, sur comment peut fonctionner l'édition de scénarios. On voit qu'on a différentes étapes. Donc là, on a une étape connecteur. Elle arrive ici dans le site de Centréon, sur cette page Zero Config Connectors. On a la bannière de la RGPD qui s'affiche ici, comme un internaute qui est tout nouveau, tout frais, avec son navigateur web sans cookies, sans rien, qui arrive et qui se connecte pour la première fois. Et puis, on va faire dans notre navigation, on va faire des opérations. Donc ici, on va cliquer par exemple sur accepter les cookies. Donc on voit que ça a bien disparu. Ensuite, on va remplir le moteur de recherche. Voilà, ici, on va taper Kubernetes dans le moteur de recherche et on va vérifier la réaction du site. Donc, c'est à chaque fois, on fait une action, on fait une vérification. Donc là, Kubernetes a été rentré et on vérifie qu'il y a bien eu des tuiles spécifiques qui ont été affichées en conséquence. Donc ça va nous permettre déjà de vérifier plein de choses en réalité, parce que on fait un fonctionnement comme un humain, mais pour que la réaction du site soit bien celle qui est attendue, eh bien, il va falloir que toutes les couches qui sont plus basses fonctionnent bien. Il faut que la base de données fonctionne, il faut que les images puissent être loadées, etc. Donc en réalité, en quelques clics, on va vérifier en fait un ensemble de choses qui sont importantes et critiques pour le fonctionnement de l'application. Et puis on va s'arrêter ensuite sur voilà, l'affichage d'une carte. On peut aller plus loin. Pour vous illustrer le propos, alors on s'est amusé entre guillemets, pas que de l'amusement, parce qu'on s'en sert aussi pour bien surveiller les choses, mais on aime bien utiliser nos propres applications évidemment pour le monitoring. Mais sur le site The Watch, que vous connaissez si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de Centréon Infra Monitoring, qui est le site communautaire, on peut poser des questions. On a fait un parcours un peu plus long encore, où on va aller dans les menus, effectuer de nouveau une recherche, un article, et puis cette fois, on va aller se loguer. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que la sonde, elle peut en fait monitorer l'application web en tant qu'un utilisateur donné qui va se loguer avec son login mot de passe. Donc là, une fois ces credentials rentrés, ces identifiants rentrés, on va aller vérifier qu'on a bien été logué, donc il y a bien l'image de l'avatar de la personne qui a bien apparu, qu'on a bien le bouton login qui n'apparaît plus, mais qu'on peut désormais poser une question, par exemple, qu'on peut accéder au profil, et puis qu'on peut aller dans les paramètres du profil. Donc voilà, tout ça va valider énormément de choses dans l'application. Et puis on va vérifier également qu'on peut se déloguer. Donc ça, c'est une bonne mécanique, c'est un bon exemple d'opération qu'on va faire. Si c'est un site de e-commerce, très clairement, on va avoir envie d'ajouter au panier, d'aller au checkout, de vérifier si on peut sélectionner le mode de livraison, par exemple. Tout ça, ça va permettre de valider également les prestataires externes qui sont nécessaires pour le checkout. Voilà, vous avez compris la logique générale. Donc, j'en reviens à mon exemple de Centréon.com prod et avec mon scénario. Donc, ces étapes,
Si je veux évidemment les modifier, je peux le faire, je peux les déplacer, hein, avec juste en faisant du drag and drop. Je peux ajouter des actions. Ces actions, comme je le disais, elles peuvent être, voilà, des navigations, des clics, survoler un élément, remplir un formulaire. Je peux désigner les éléments soit par des textes, donc ça peut être par exemple ajouter au panier, par exemple, si mon bouton possède le texte ajouter au panier, ça va très bien marcher. Mais je peux aussi le sélectionner avec son nom CSS, son sélecteur CSS. Donc si par exemple j'ai vu que mon produit, donc là je rentre un peu plus dans la technique du layout HTML d'une page, mais typiquement on va avoir des éléments div, donc des cadres, et puis qui vont avoir la classe products. Voilà, et ben ça va désigner typiquement un produit parmi une liste. Voilà. Et donc là, si j'utilise ce sélecteur CSS, ça veut dire que mon outil va aller cliquer automatiquement sur la première case dans cette liste-là. Donc ça, c'est très pratique pour faire un scénario qui reste assez flexible, hein, qui ne va pas se casser dès que j'ai un produit qui expire, par exemple, dans ma liste. Et puis, je peux également choisir un produit au hasard ou un Xème produit de la liste. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu, c'est très flexible. Une fois qu'on a créé ces interactions, on va effectuer des vérifications. Et donc, ces vérifications, elles peuvent être de vérifier qu'une tuile est apparue, qu'un mot-clé est apparu ou qu'une navigation a eu lieu éventuellement. Donc, une fois que ça tourne, on a donc, j'en reviens à ma vue globale et à mon parcours utilisateur. On va avoir des mesures, non pas quotidiennes, mais vraiment minute après minute. Donc la fréquence de passage de la sonde, je peux la modifier, hein. Ça peut être toutes les minutes, ça peut être toutes les 10 minutes, toutes les heures, comme je le souhaite. Là, j'ai quand même pas mal de points qui se sont créés. La taille des strates ici est relative au temps qui a été passé sur chacune des étapes. Donc, je vois qu'accepter les cookies, c'est très rapide, mais par contre, faire la recherche, bon, bah là, c'est un peu plus long pour que ça se fasse entièrement. Et au-delà de ces temps de réponse que je peux surveiller, donc là, je vais aller dézoomer dans le temps pour aller éventuellement repérer des moments où j'ai des erreurs. Et je vois que j'ai des petites couleurs ici rouges, rouge, rose, alors parce que je ne suis pas encore très proche. Et si je zoome dans le temps, je vais les voir un peu plus clairement. Voilà. Donc là, j'ai entre le 18 et le 19 novembre, là, il y a une semaine, j'ai eu des petites erreurs. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Ça n'a pas duré longtemps, donc on va dire pas suffisamment pour lever une alerte par email ou SMS. Par contre, j'ai quand même le scénario qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Donc, je peux voir ce qui s'est passé. Donc, dans Centréon DEM, dès lors qu'il y a une erreur qui est détectée, nous, en fait, on va enregistrer tout ce qui s'est passé dans le navigateur web, mais vraiment l'ensemble des éléments, donc c'est-à-dire les captures d'écran, les requêtes, etc., de sorte à pouvoir aller faire une analyse complète a posteriori de ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc là, je vois que j'ai une requête API qui s'est mal passée. Voilà, j'ai eu une requête admin Ajax qui a été en erreur. Donc la page en elle-même, la page l'URL principale n'a pas eu de problème, mais c'était justement une requête API. Donc ça fait écho avec une des questions qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut monitorer les API? Bah, oui, c'est effectivement un exemple probant de ce principe. Et on voit que la réaction d'ailleurs du site, ça a été que finalement, on a tapé Kubernetes et en fait, on a eu ici un squelette sans le chargement des tuiles. Donc, on a eu voilà, ce qu'on appelle un chargement infini, tout simplement. Si jamais, dans ces différents rapports d'erreur, si jamais je veux encore plus de détails, je peux toujours également aller cliquer ici, voir le HAR complet de l'incident. Donc, là, à ce niveau-là, qui est le niveau, on va dire, qui est un peu plus à destination de l'équipe de développement, on va pouvoir aller regarder chacune des requêtes qui a été enregistrée dans le navigateur web. C'est en fait ni plus ni moins que l'extrait de la console réseau de l'intérieur de Chrome ou Firefox. Voilà, si vous utilisez la console sous l'un de ces navigateurs web, vous ne serez pas dépaysé, parce qu'on a même respecté les codes couleurs pour que ça, voilà, pour que ça ressemble le plus possible. Et donc ici, on voit qu'on a notre requête qui est voilà, admin-ajax.php est en erreur 500. On peut voir exactement toutes les entêtes de la réponse, qui a généré ce 500. On voit que c'est Amazon S3, que ça venait de CloudFront. On a les identifiants de quelle était l'instance en question qui a répondu.
etc. Donc ça va être évidemment très précieux et bah, pour finalement passer l'information aux bonnes personnes pour résoudre, ce problème. Là, je me rends compte que j'étais pas en train de montrer le bon onglet. Voilà, cette trace-là ne s'était pas affichée. Parce que ça ouvre un nouvel onglet. Donc voilà, donc simplement, comme je vous le montrais, voilà, ici on a le détail de toutes les requêtes, et y compris pour, voilà, cette requête admin Ajax qui est en erreur 502. Et comme je le montrais juste avant, un petit peu dans le vide, mais maintenant en réel, on a bien, voilà, les en-têtes de la réponse et on sait qui a répondu, quel était le serveur. Est-ce que c'était Varnish? Est-ce que c'était Amazon S3? Et là, on voit que c'était bien une erreur chez CloudFront, et on a tout un tas d'identifiants, et cetera. Voilà, tout ce qui est présent, en fait, dans la console d'un navigateur, sauf que ça, on le rend disponible par quelqu'un, qui, en fait, arrive le lendemain et se dit: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière?» Donc ça, c'est évidemment, très précieux pour, effectuer des diagnostics après coup. Alors, comme le temps file très dangereusement, je vais essayer d'accélérer. Tout à l'heure, je parlais des Core Web Vitals, de l'ensemble de ces indicateurs que Google, va mesurer. Ils sont tous présents dans Centréon DEM, dans le temps, donc je vais toujours pouvoir les surveiller et j'ai également la possibilité d'afficher des, recommandations. Donc c'est-à-dire de me poser la question de: «Qu'est-ce que je pourrais améliorer sur mon site?» Donc au-delà de la réaction à un incident, là on a vu, ah bah, j'ai effectué une recherche, ça n'a pas fonctionné. Bah, même quand tout va bien, on a quand même envie de s'améliorer et que le temps de chargement soit le plus rapide possible, pour notamment gagner des points de classement Google et puis, alléger l'infrastructure. Donc pour ça, on a accès à des notations, à des scores de performance, vraiment étape par étape. Et ces scores de performance sur 100, ils sont calculés exactement de la même manière, que le fait Google avec, son outil Google PageSpeed Insights. Sauf que nous, on va le faire donc en suivant, scrupuleusement, leurs règles, hein, avec les mêmes points, et cetera. Et on va stocker ça dans l'application, de sorte à pouvoir, guider les équipes d'intégration sur les prochaines choses à améliorer. Donc là, je vois que, par exemple, j'ai des images qui ne sont pas très, très bien, dimensionnées. Par exemple, j'ai du JavaScript, qui est potentiellement, un peu, mal utilisé. Voilà, j'ai Google Tag Manager, il y a un élément qui fait 130 kilos et puis en fait, il y a, presque 100 kilos sur ce fichier-là qui est inutilisé en réalité dans la page. J'ai des images que je pourrais, servir, donc que je pourrais délivrer avec un meilleur format. Donc plutôt qu'elles soient au format PNG ou JPEG, il y a des formats plus modernes, le WebP, la VIF, qui sont plus optimisés. Donc à chaque fois, en fait, dans Centréon DEM, on va anticiper les gains à l'avance pour en fait, se dire: «Est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire cette optimisation-là?» Donc là, je vois que, par exemple, sur cette image-là, bah, ça vaudrait le coup parce qu'elle pourrait être, réduite à quelques kilo-octets au lieu de 130 et on voit qu'on pourrait gagner également des 0,X grammes de CO2. Alors ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais si on le fait vraiment sur toutes les images et quand on multiplie ça par le nombre, par les millions et les millions de pages vues qui sont réalisées après sur les sites, eh bien, ça va, avoir un rôle bénéfique évidemment sur l'empreinte environnementale du site dans son ensemble. Donc voilà pour la partie synthétique. Petit tour rapide sur, cette fois-ci, je vais remonter dans la partie, Real User Monitoring et puis pour ça, on va aller sur The Watch, voilà, pour changer un petit peu. Donc le Real User Monitoring, lui, il nous offre un tableau de bord, qui est relatif à ce que vivent les internautes réels. Donc là, vous allez retrouver des indicateurs techniques, mais cette fois-ci qui n'ont pas été mesurés par nous. Donc c'est très intéressant parce que c'est totalement objectif, dans le sens où, bah, c'est juste la réalité concrète du terrain et de ce que vivent, les véritables utilisateurs des applications web. Donc là, on voit très clairement qu'il y a plutôt un problème de time to first byte, donc c'est plutôt un problème back-end. Donc là, il y aura plutôt un problème de cache sur l'application, sur le CMS, je vais y arriver, qui est utilisé pour The Watch. Et puis sur les autres indicateurs, pour le coup, c'est plutôt, bien meilleur. Ensuite, on voit également l'empreinte environnementale et surtout, on a ici des cohortes avec, les vues page par page, mais également provenance, géographique également, des internautes qui se connectent. Donc on voit que dans le monde entier, il peut y avoir des personnes qui se connectent
sur le site The Watch et en fait, leur expérience va être différente selon le pays de provenance. Donc ça va être très important pour en fait distinguer, qu'est-ce qui est lié en fait au réseau, du pays qui se connecte à mon application ou qu'est-ce qui est lié réellement à mon application web. On va également pouvoir distinguer les navigateurs et puis, finalement, voilà, cartographier, comme je l'avais dit tout à l'heure, cartographier le site dans son ensemble avec toutes ces pages. Alors si je prends le top 50, ça va me donner, voilà, une grande matrice et elle est précieuse cette matrice, bah, justement pour aller détecter les endroits dans lesquels j'aurais des performances qui ne seraient pas très bonnes et en même temps qui seraient sur des pages qui absorbent le plus de trafic. Donc nous, par défaut, on a toujours classé les listes par, trafic descendant, ce qui fait que les lignes qui sont tout en haut sont toujours les choses qui sont un peu plus, gagne gros, et donc voilà, on a envie de prendre la liste par le haut et là, en fait, on a un audit web perf en un coup d'œil, juste avec cet écran et donc ça, c'est ce qu'apporte le Real User Monitoring, que le Synthetic Monitoring ne va pas apporter, cette exhaustivité des mesures, et là où les 2 peuvent se répondre, bah, c'est que si jamais j'identifie une étape, donc là, je vois que, par exemple, que j'ai un indicateur de mesure Google qui est pas très bon sur cette étape-là, et bah, cette étape, bah, je vais avoir envie de l'ajouter à un parcours utilisateur. Donc je peux cliquer ici et puis l'ajouter à un de mes parcours, de sorte que mon synthétique monitoring, lui, il fasse des analyses plus poussées dessus et qu'il puisse, bah, à fréquence régulière, m'apporter plus d'éléments, plus de billes, si je puis dire, pour justement rendre cette page plus rapide. Je ne vais pas m'étendre plus parce que, comme vous l'avez compris, voilà, l'outil permet de faire plein de choses et on pourrait, y passer plus de temps. Et si certaines ou certains d'entre vous, veulent évidemment qu'on se fasse des sessions, plus poussées, on pourra le faire, mais je vais, donc du coup, désormais faire place plutôt, à vos questions. Alors je vais rebasculer d'ailleurs sur, cette présentation. Alors oui, pour vous dire un dernier mot quand même, et après je réponds à vos questions. Un dernier mot, c'est sur l'intégration avec Centréon Inframonitoring. Parce que je sais que, il y a parmi les voilà, les personnes qui se sont inscrites, il y a eu beaucoup d'utilisateurs de la solution Centréon Inframonitoring. Donc si c'est votre cas, sachez que du coup Centréon DEM s'intègre directement à Inframonitoring. On a créé, une API, qui est une sorte de fibre optique, pour reprendre une image, entre les 2 outils, dans le sens où on va pouvoir aspirer automatiquement, donc ça va tout auto-découvrir et en fait, l'ensemble des éléments qui sont présents dans Centréon DEM vont pouvoir remonter dans Centréon, Inframonitoring. Donc tout est automatique et ça va vous permettre de, bah, finalement reconstruire des dashboards si vous le souhaitez. Il y a des templates pour ça évidemment, et vous pouvez faire des dashboards hybrides qui vont combiner et l'infra et le DEM, de sorte à pouvoir faire des corrélations. J'en parlais tout à l'heure, les corrélations, elles sont clés, par exemple, pour détecter, un problème de performance web qui apparaît au moment où finalement, bah, le service Varnish, commence à faire des évictions de cache, par exemple, ou commence à y avoir des problèmes sur un service en particulier dans les couches que vous allez gérer, d'un point de vue de l'infrastructure. Donc voilà, la corrélation, elle est possible et la corrélation, elle peut également être faite totalement automatiquement, avec, le système, existant de Centréon, BAM. Donc c'est la possibilité de faire des arbres d'impact, en fait, qui permet de dire, bah, finalement, j'ai envie de distinguer un problème d'infrastructure d'un problème, lié purement à mon application web et j'ai envie aussi de disculper mon infrastructure du coup, même si en ce moment l'application web, est défaillante d'un point de vue de l'expérience qu'elle offre à ses internautes. Donc ça, c'est vraiment, voilà, les arbres d'impact, c'est très puissant. Ça existe déjà depuis un certain temps, pour tout un tas d'autres usages, mais c'est devenu évidemment un usage très intéressant pour, bah, la fameuse question dont on parlait tout à l'heure avec, l'équipe marketing qui se pose la question de d'où vient le problème? Et ben, en fait, l'arbre d'impact va vous répondre à cette question de manière automatique. Voilà, alors je n'en dis pas plus, pour cette présentation et désormais je vais prendre, vos questions, donc n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat si vous en avez encore, quel que soit le sujet. Je prends une petite gorgée d'eau et j'y réponds.
Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc on a Jérôme qui nous a posé la question: «Quel est le mode de licensing si les agents ne sont pas obligatoires?» Alors c'est du pur SaaS, donc on a donc effectivement rien à installer, si ce n'est le tag pour le Real User Monitoring. Donc le tag pour le Real User Monitoring, il se place dans le tag manager du site. Donc il peut se rajouter vraiment, facilement à un seul endroit. Donc voilà, c'est vraiment une opération qui est assez simple. Ça, c'est pour la partie install et pour la partie licensing, et ben, en fait, c'est un coût d'accès à la solution, qui est une licence annuelle, qui va permettre d'observer une application web ou plusieurs avec des licences plus spécifiques, qui sont des licences plutôt en volume. Et en fait, les déterminants qui vont faire le coût de la licence, ça va être essentiellement lié en fait au nombre d'étapes qui sont testées dans les parcours. Donc si je prenais l'exemple d'un site de e-commerce, mais voilà, si je me connecte, je vais jusqu'au checkout et je vais même créer une commande, je peux aller rentrer un numéro de carte bleue et créer une commande. Si c'est sur l'environnement de pré-prod, ça c'est complètement possible. Bah, forcément, je vais déjà être à une quinzaine d'étapes pour arriver à faire un parcours qui va faire ça. Donc nos licences, généralement, elles commencent avec 20 étapes. Les licences un peu plus intermédiaires vont monter à 40. Et puis après, si je fais du sur-mesure, et bah, évidemment, voilà, on a des clients qui peuvent avoir 200, 300 étapes et qui vont les répartir comme ils le souhaitent sur leurs différents sites. À partir d'où sont déclenchés les scénarios? Depuis, un point unique qui est nos infrastructures. La question peut être sous-jacente, qui peut nous être posée parfois, c'est, «Alors, mais comment est-ce que je peux mesurer, hem, comment vivent en fait les internautes qui sont depuis différentes zones? Est-ce qu'il y a différents points de sonde?» Donc nous, on a pris vraiment ce parti d'avoir un point de mesure, qui est fixe et en fait, de donner la visibilité sur quelle est, l'expérience vécue par, les internautes, d'où qu'ils viennent dans le monde, grâce au Real User Monitoring. Donc en sachant que, quand même, les temps de réponse, entre, on va dire les pays limitrophes sont quasiment imperceptibles dans le chargement d'une page. Parce que le chargement d'une page, on va parler de quelques secondes et pour faire un transfert entre des pays, par exemple en Europe, on va être à quelques millisecondes, pour passer les fibres optiques entre nos pays. On va peut-être passer à plutôt la centaine de secondes si on va aux États-Unis et plutôt 200 ou 300 si on va, voilà, jusqu'à l'autre bout du monde. Mais on est sur des temps qui sont assez faibles au regard du chargement complet de la page. Donc dans Centréon DEM, ce qui est clair, c'est que ce temps réseau, on vous le distingue du temps qui a été mis par l'application pour répondre. Donc on différencie bien les 2 pour qu'il y ait voilà, l'analyse soit au moins claire. Et dans le Real User Monitoring, eh ben, on vous donne la visibilité complète sur la cartographie et de cet ensemble de provenances possibles. Parce qu'effectivement, il y a des pays qui vont avoir plus de difficultés, voilà, soit pour des raisons de connexion ou de firewalling, hein, pour accéder à vos services. Les scénarios sont déclenchés avec quel agent navigateur? Chrome ou Firefox? On est sur un moteur Chrome. Pour être exact, on est sur un moteur qui est Chromium, et qui donc du coup la famille, en fait, il y a en fait une pléthore de navigateurs web qui sont, en fait, issus de Chromium. Donc on peut, voilà, tester l'ensemble des navigateurs de cette famille, avec, le même moteur. Y a-t-il des liens avec les logs des serveurs applicatifs? Merci Stéphane pour cette question. Donc il va y avoir un lien très fort, dès la sortie de Centréon Log Management, donc comme je disais, qui est encore en bêta publique, mais enfin dont la bêta publique est encore assez récente, qui va s'étaler jusqu'à, mi-2026. Et oui, le lien est bien prévu de sorte à ce que, bah, effectivement, on puisse trouver une requête API qui a posé problème. C'était notre requête de tout à l'heure, là, quand on n'arrivait pas à afficher les tuiles, alors qu'on avait effectué la recherche. Et l'idée, ça sera bien de faire en sorte que de cet endroit-là, eh ben, on puisse aller directement en un clic récupérer en fait l'ensemble des logs qui ont concerné l'ID de cette requête-là. Et donc, il y aura bien un pont entre ces briques. Vraiment, la philosophie de la plateforme d'observabilité de Centréon, ça va être d'être multi-produits, mais d'avoir des produits qui sont, en fait, vraiment liés entre eux, avec, on va dire avec, tous les identifiants qui vont bien pour aller recouper un événement entre ces événements et c'est ça ce qui fait la force vraiment d'une véritable, plateforme d'observabilité.
Et puis Denis qui nous pose une question centrée en DM et on-prem SaaS ou les deux. Aujourd'hui SaaS et en cours de roadmap. Donc voilà, je vous livre, je vous donne un petit peu de visibilité. Puis ça, je crois qu'on va pouvoir terminer sur cette question qui est liée donc du coup à la roadmap de Centréon DEM. On a un pan de développement et qui est peut-être le chantier qui est le plus haut dans la liste, dans la roadmap actuelle de Centréon DEM, qui est le fait de pouvoir effectivement installer un agent, pour le coup, alors pas un agent d'observation de l'infrastructure, mais bien un agent de test pouvant réaliser les parcours de navigation web dans l'infrastructure justement du client final, de sorte à pouvoir aller atteindre des applications qui sont vraiment complètement fermées au monde extérieur. Donc, ça arrive bientôt. Voilà, restez connectés à nous et vous en saurez plus à ce sujet très bientôt. Voilà, donc merci déjà à toutes et tous pour vos nombreuses questions. Je vous laisse d'ailleurs sur cette slide finale où il y a un QR code qui va vous permettre de tester Centréon DEM si vous le souhaitez. Donc, dans quelques jours, donc c'est-à-dire vraiment très très bientôt, on va ouvrir la possibilité d'avoir un accès complet à Centréon DEM sur le site de votre choix pendant un ensemble de 7 jours et vous pourrez tout faire dessus, voilà, vous-même avec vos équipes et évidemment nous faire des retours si vous souhaitez. Vous aurez accès à notre support pendant cette phase de test. Donc n'hésitez pas à aller voilà, scanner le QR code pour vous préinscrire. Ce sera avec plaisir pour vous accompagner sur ce test. Et je vois que Lucie nous a rejoint pour clore ce chapitre de ce webinaire. Exactement. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. Merci à tous pour vos questions. Si jamais vous en avez, d'autres, je vous inviterai à contacter, Guillaume directement. Sachez que vous recevrez à l'issue de cette, session le replay ainsi que la présentation. Voilà, vous recevrez ces éléments-là. De nouveau merci, pour cette présentation Guillaume. Merci à tous et puis je vous souhaite, une très bonne journée et à bientôt dans un nouveau webinaire. Merci tout le monde, excellente journée et à très bientôt.